Bienvenue dans le podcast de Justine Guillaume, votre rendez-vous dédié à la nutrition et à la physiologie du cheval. Ici, chaque épisode est pensé pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension des besoins de votre cheval et pour vous apporter des conseils pratiques en termes de nutrition, de pratiques alimentaires, physiologie digestive ou encore physiologie à l'effort. Ce podcast vous guidera pas à pas pour offrir à votre cheval les meilleurs soins basés sur des connaissances scientifiques actuelles. Alors que vous soyez propriétaire, cavalier, professionnel, vous trouverez ici tous les conseils pratiques et les réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Je m'appelle Justine Guillaume, je suis docteure en nutrition et en physiologie équine et je dirige la société Happy Crackers, fabricant d'aliments complémentaires et de friandises bio pour chevaux. Ma mission, vous donner toutes les informations pour que vos choix soient éclairés et que vous soyez acteur du mieux nourrir de votre cheval. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode qui, au vu de son titre, ne promet pas d'être très sexy. Eh bien, détrompez-vous. C'est un vaste sujet auquel chaque propriétaire cavalier doit être éclairé afin de faire les meilleurs choix en termes de produits pour la santé de son cheval. Je vais aussi vous parler de la réglementation concernant les fabricants de la nutrition animale, comme c'est le cas avec ma société Happy Crackers, et nous évoquerons aussi la réglementation en matière de bio. Pourquoi aborder ce sujet ? Eh bien, pour que vous puissiez lire une étiquette produit, savoir si l'entreprise qui commercialise et fabrique les compléments pour votre cheval respecte bien les obligations légales, que cela soit en matière d'étiquetage, de dosage, d'enregistrement, et pour savoir si les promesses annoncées sur le produit de votre choix sont vérifiables et bénéfiques pour votre cheval. Avant de plonger au cœur de ce vaste sujet, je commencerai par définir ce qu'est un aliment complémentaire, puis un additif nutritionnel, et nous tenterons de donner un cadre réglementaire aux aliments complémentaires. Nous ferons aussi un focus sur la formulation et la fabrication des aliments complémentaires pour chevaux, ce qui vous permettra de repérer à l'avenir les bons additifs ou encore les associations douteuses. Avant de plonger dans ce vaste sujet, je vais faire un tout petit rappel, mais qui n'est pas si petit d'ailleurs. Rappelons-le, d'un point de vue réglementaire, le cheval est considéré comme un animal de rente et non comme un animal domestique. Donc tout simplement parce que le cheval est susceptible d'être consommé par l'homme et cela change tout d'un point de vue réglementaire et notamment pour sa nutrition. Alors c'est parti pour un épisode réglementation et formulation. Un aliment complémentaire, qu'est-ce que c'est réellement ? Le vrai terme réglementaire est bien aliment complémentaire et non complément alimentaire ou supplément comme on peut le voir souvent. D'ailleurs, saviez-vous que lorsque vous dites complément alimentaire, cela fait référence à ceux utilisés en nutrition humaine. Un aliment complémentaire n'est pas un médicament et selon la réglementation, il permet de compléter la ration alimentaire de base de l'animal. Ok, je vous imagine déjà évidemment vous dire « mais il y a plein d'aliments complémentaires qui n'ont pas du tout l'objectif de compléter la ration de mon cheval ». Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. Certaines substances comme certaines plantes ou par exemple les électrolytes vont avoir des rôles physiologiques tout autres, comme équilibrer, réguler, moduler. Leur but sera de maintenir en bonne santé le cheval, de prévenir un déséquilibre et de restaurer son équilibre. Mais malheureusement d'un point de vue réglementaire, ce sont tous des aliments complémentaires destinés à compléter la ration de base. Alors, j'ai envie de dire, quel que soit le nom donné, le but ici est de donner le cadre réglementaire pour bien comprendre les fondements des aliments complémentaires. Si nous rentrons un peu plus dans le détail, un aliment complémentaire est ainsi un produit contenant au moins 2 matières premières ou ingrédients dans le langage courant pouvant être dans l'une des catégories ci-dessous et ce de manière stricte. Alors, je vais vous les lister de manière un petit peu non exhaustive, mais pour vous donner un petit peu une idée du cadre qui doit être respecté. Je ne vais pas toutes vous les lister, ces catégories, mais je vais vous en lister quelques-unes. Par exemple, les matières premières doivent appartenir aux catégories suivantes. Des graines de céréales, des graines ou des fruits oléagineux, des graines de légumineuses, des tubercules, des fourrages, des produits laitiers et produits dérivés, comme la caséine ou le lactosérum. On peut également utiliser bien sûr des minéraux et des produits dérivés, comme le lithotame, le carbonate de calcium, et également des sous-produits de fermentation de micro-organismes, par exemple la levure de bière. Ainsi, tous les ingrédients que l'on peut retrouver dans un aliment complémentaire doivent figurer sur cette liste et être autorisés pour l'espèce équine. Un aliment complémentaire est donc composé de matières premières, comme nous venons de le voir, mais peut aussi contenir un additif, qui va être exprimé en additif par kilo sur les étiquettes produits. Qu'est-ce
qu'un additif en nutrition animale? Les additifs destinés à l'alimentation animale sont des produits utilisés pour leurs effets sur les aliments eux-mêmes, sur les animaux ou sur l'environnement. Certains additifs sont par exemple utilisés pour améliorer la saveur des aliments, pour répondre à des besoins spécifiques en nutriments ou encore pour renforcer les performances des animaux en bonne santé. Ils sont utilisés dans l'alimentation des animaux, producteurs d'aliments, et dans l'alimentation des animaux domestiques, donc dans ces deux grandes catégories d'animaux. Les additifs utilisés en alimentation animale se déclinent notamment dans les sous-catégories suivantes. On peut retrouver des additifs technologiques, par exemple des conservateurs, des antioxydants, des émulsifiants. On peut retrouver des additifs sensoriels, les arômes, les colorants, des additifs nutritionnels. Il va s'agir des vitamines, des aminoacides, des oligoéléments, et aussi des additifs zootechniques. On va parler ici d'agents améliorant par exemple la digestibilité. Les additifs destinés à l'alimentation animale ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont été autorisés à la suite d'une évaluation scientifique menée par l'EFSA, donc c'est l'autorité européenne de la sécurité des aliments, et démontrant que l'additif n'a aucun effet néfaste ni sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement. Ils doivent être préalablement validés pour chaque espèce animale. Un aliment complémentaire comme game changer. Vous êtes plutôt du genre réticent à donner un aliment complémentaire à votre cheval, peut-être en vous disant que si votre cheval mange relativement équilibré, c'est-à-dire du foin en quantité suffisante, qu'il va avoir un aliment pour compléter cette ration fourragère, il n'a probablement pas besoin d'aliments complémentaires. Eh bien, détrompez-vous. Bien entendu, l'aliment complémentaire ne remplace pas ni sa ration fourragère, ni son aliment, et ce n'est pas son but d'ailleurs. Mais l'aliment complémentaire doit, selon moi, être vu comme un produit de santé naturelle, remplissant des besoins nutritionnels et physiologiques. En somme, un partenaire santé qui vient soutenir et optimiser la bonne santé de votre cheval. Je dirais même qu'un aliment complémentaire peut être un véritable game changer pour l'organisme. Je m'explique. Certaines pathologies peuvent induire des inconforts physiologiques. Et c'est justement sur ces inconforts physiologiques que les aliments complémentaires peuvent avoir un impact. Et nous allons voir que d'un point de vue réglementaire, ce n'est pas si simple. Ni un aliment, ni un médicament. Un aliment complémentaire est donc une source concentrée de nutriments. Certains de ces nutriments se retrouvent dans les aliments, mais à un dosage souvent moindre. Contrairement aux médicaments, qui visent à soigner une maladie, les aliments complémentaires interviennent avant, pour optimiser l'état général, gérer des inconforts physiologiques, voire diminuer les facteurs de risque de pathologie. La frontière entre les aliments complémentaires et les médicaments, notamment pour les médicaments à base de plantes, est parfois poreuse, notamment en ce qui concerne les dosages des actifs. Mais ce qui doit être retenu, c'est bien le fait qu'un aliment complémentaire ne soigne pas. Et donc sur une étiquette produit, vous ne devriez pas voir ce genre de sous-entendu. Et d'un autre côté, pour pouvoir alléguer sur les effets d'un aliment complémentaire, le cadre réglementaire est pourtant tout aussi exigeant que pour la mise sur le marché d'un médicament. Les études devant être menées se rapprochent fortement des exigences pour les médicaments pour des produits qui pourtant n'en sont pas. Les obligations pour un fabricant ou distributeur en nutrition animale. Saviez-vous que toutes les marques sur le marché, qu'elles soient fabricantes ou non de leurs produits, doivent être enregistrées auprès des services concernés, c'est-à-dire auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Cette direction est chargée de la mise en œuvre des politiques publiques de l'emploi, du travail, de la cohésion sociale, de la solidarité, de l'égalité homme-femme et de la protection des populations. Tout opérateur de la nutrition animale doit enregistrer ses activités auprès de son service départemental. Et en fonction de la nature de ses activités, mais également des additifs qu'elle va utiliser, l'entreprise sera soit classée opérateur, soit fabricant de la nutrition animale. Cette liste est d'ailleurs disponible sur le site du gouvernement. Vous retrouverez très facilement en tapant dans votre moteur de recherche « Liste des opérateurs en nutrition animale ». Vous pourriez me dire, mais pourquoi est-ce si important d'être inscrit sur cette liste ? Eh bien, tout simplement car il s'agit d'une obligation légale, mais surtout, elle permet de vous protéger en tant que consommateur. En fait, cette déclaration permet un contrôle, un suivi, un respect des obligations, pour que chaque opérateur de la nutrition suive le même cadre. Il est évident qu'un fabricant, comme je le suis avec Happy Crackers, et un distributeur, c'est-à-dire une marque qui ne fabrique pas ses propres produits, n'auront pas les mêmes contraintes. Tout simplement car leur métier n'est pas le même. Je vous invite donc à vérifier si une marque ou une entreprise est bien inscrite sur cette liste, cela vous renseignera très sérieusement sur sa démarche.
les obligations en matière d'étiquetage. Il s'agit ici d'un vaste sujet. Accrochez-vous, nous allons parler d'allégations thérapeutiques. Derrière ce mot, je vous l'avoue un peu barbare, se cache en fait le respect de la réglementation. Tout simplement, car je le répète, un aliment complémentaire n'est pas un médicament. Et la limite est parfois très subtile et les marques jouent souvent sur cette frontière. Certains mots sont à bannir notamment en matière d'étiquetage. Par exemple, les mots douleur, soulager, soigner. Et pourtant, il n'est pas rare de les voir indiqués sur les étiquettes produits. Pourtant, ces mots bannis, également appelés allégations, vont faire référence à un médicament dont l'objet sera de soigner un problème et non d'apporter du confort en préventif. Subtil me direz-vous, je vous le confirme. Et il n'est pas toujours simple de trouver les mots justes, mais je suis convaincue que si l'on connaît les limites de son activité et surtout que l'on a la forte conviction de rester transparent sur le produit commercialisé, c'est-à-dire ne pas vendre une solution miracle, eh bien, cela devient beaucoup plus simple. Je vais faire un petit focus sur ce dernier point, les allégations thérapeutiques. Qu'est-ce qu'une allégation thérapeutique ? Une allégation thérapeutique attribue à la denrée alimentaire des propriétés de prévention, traitement ou guérison d'une maladie. Par exemple, ce complément alimentaire est préconisé pour soigner une maladie. Vous savez, ce texte que vous pouvez lire sur une étiquette ou sur un site, eh bien, il est bel et bien réglementé par l'Union européenne. Ce terme est d'une importance capitale pour tous les fabricants ou les marques non fabricantes d'ailleurs, mais qui sont responsables de leur étiquetage. Car chacun, évidemment, voudrait écrire que son produit est le meilleur du marché, avec parfois des arguments absolument pas fondés. Donc, la méfiance est de mise. Et il appartient à chacun de demander les preuves des allégations. Il faut savoir qu'en Europe, un aliment complémentaire ne peut revendiquer un bénéfice qui n'est pas prouvé. Ainsi, lorsqu'un produit indique une propriété, la société à qui appartient ce produit doit être capable de vous fournir la preuve de cette vertu. L'action d'un aliment complémentaire ne peut communiquer au consommateur que s'il contient des composants dont l'efficacité a été évaluée scientifiquement par l'Union européenne, dont l'effet a été répertorié dans des documents de référence officiels, ou encore s'il bénéficie de preuves cliniques reconnues officiellement. On ne parle donc pas ici des études qui vont être menées en interne par une marque et qui n'ont aucune preuve fondée des bienfaits annoncés. Vous l'aurez compris, trouver les mots justes fait donc partie d'une des nombreuses obligations. On trouvera aussi l'obligation de voir sur une étiquette produit la composition, les constituants analytiques, un numéro de lot et une date limite d'utilisation, mais aussi la classification du produit s'il s'agit d'une matière première ou d'un aliment complémentaire, et de l'espace cible. Je ne vous ennuie pas plus avec ces obligations, mais je tenais tout de même à vous les partager pour que vous soyez éclairés dans votre prochain choix produit. Et le bio dans tout cela. La labellisation bio est une véritable démarche engageante qui a pour objectif le respect de l'environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. C'est donc une évidence pour des sociétés, je dirais, engagées de faire ce choix. Je vais un petit peu vous parler de cet engagement et des démarches dans le bio en tant que producteur et transformation comme les Happy Crackers. Il faut savoir que pour commercialiser des produits issus de l'agriculture biologique, tout opérateur, alors qu'il soit producteur, préparateur, distributeur ou importateur, doit avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics et de disposer des certificats correspondants. Dès le choix de l'organisme certificateur effectué, tout opérateur doit également notifier son activité auprès de l'agence bio, ce qui lui permet de figurer sur l'annuaire officiel des opérateurs en agriculture biologique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en libre accès sur le site internet l'agencebio.org. Ça vous donnera la liste complète de toutes les entreprises qui vont être certifiées. Il faut savoir que cette démarche engageante nécessite évidemment des contrôles réguliers et très rigoureux. Tous les 6 mois, les organismes certificateurs et autorités de contrôle sont donc chargés de vérifier le bon respect de ces dispositions lors des contrôles annuels. Les fournisseurs, les matières premières, les process de fabrication, mais également les méthodes et les outils de fabrication sont passés au crible pour assurer un maintien et respect des normes de l'agriculture biologique. Être acteur du bio donne donc le droit d'apposer sur l'étiquette de son produit le logo agriculteur biologique que vous connaissez tous. Chaque logo doit contenir un numéro de l'organisme certificateur. Par exemple, chez Happy Crackers, nous sommes certifiés FR Bio 10 Veritas. Mais être acteur du bio, c'est aussi avoir recours à des procédés de formulation et de transformation qui vont assurer le maintien des qualités nutritionnelles des matières premières. Et c'est sans doute ce point-là qui m'a considérablement séduite dans la démarche du bio. Par exemple, les méthodes biologiques, mécaniques et physiques sont les méthodes qui vont être privilégiées. Ça va être notamment le cas de la farine sur la meule ou encore les huiles de pression à froid. Saviez-vous aussi que les transformateurs de produits bio n'utilisent pas de colorants et arômes chimiques de synthèse, ni d'exhausteurs de goût? J'ai notamment un exemple quand j'ai commencé ma démarche en bio avec Happy Crackers.
Lors de mon premier contrôle, mon inspecteur a répertorié toutes mes matières premières utilisées jusqu'au sel. Puis il me dit « Oui, le sel c'est ok, vous n'utilisez que du sel de Guérande, très bien. De toute manière, le sel de table classique n'est pas autorisé en bio. » Évidemment, je lui ai demandé pourquoi, et il me répond car il contient des anti-agglomérants qui sont interdits en bio. Voilà pourquoi cette démarche bio a tout son sens selon moi. Les restrictions vont également concerner les additifs. Leur nombre est fortement restreint, 47 contre 300 en conventionnel, et la plupart doivent être d'origine agricole ou naturelle. Ne sont autorisés en bio que ceux dont l'usage est indispensable à la préparation ou à la conservation de certains aliments transformés. Saviez-vous aussi que l'enrichissement en vitamines, minéraux, antioxydants est interdit en bio, sauf si cela est exigé par la loi, comme par exemple les petits pots pour bébés. Je ferme la parenthèse du bio, mais cela me semblait important d'évoquer cette démarche engageante et surtout de connaître les moyens pour vérifier les mentions d'étiquetage et de pouvoir faire vos propres choix. Formulation produit et association douteuse. Formuler un produit est un véritable métier. Au-delà de devoir maîtriser les galéniques produits, c'est-à-dire s'il s'agit d'une poudre, d'un granulé, de palais, de liquide, il faut également connaître la physiologie digestive du cheval et ses besoins. Et le bât blesse souvent sur ce dernier point. Il est bien plus courant que la formulation produite soit faite par extrapolation à ce qui peut se faire chez les autres espèces d'animaux de rente. Or, le cheval est bel et bien un herbivore, mais pas tout à fait comme les autres. Et ce point est crucial pour que l'aliment complémentaire que vous allez donner à votre cheval soit correctement assimilé, que les formes choisies de minéraux ou de vitamines soient reconnues par l'organisme pour que celui-ci soit bénéfique pour la santé de votre cheval. Il existe pas mal de formulations maladroites, voire contre-productives sur le marché. Même avec la meilleure intention, formuler des aliments complémentaires demande une expertise. Je déplore les aliments complémentaires qui contiennent des additifs qui ne sont pas du tout compatibles. La principale conséquence, un actif peut tout simplement ne pas être absorbé, même sous une très bonne forme. Par exemple, le zinc et le fer entrent en compétition lors de leur absorption intestinale. Autrement dit, l'un empêche l'absorption de l'autre. Je peux aussi citer l'association négative entre le fer et le calcium, ou le magnésium, ou encore le cuivre. Et pourtant, il n'est pas rare de les voir associés dans de nombreuses formules de multivitaminés riches en fer. J'ai aussi très souvent la question du dosage recommandé en minéraux ou vitamines pour votre cheval. En n'étant pas ou assez mal informé, on peut avoir le réflexe de chercher le produit qui va contenir le plus de minéraux ou de vitamines. Eh bien, je vous le dis tout de suite, oubliez immédiatement ce réflexe. Saviez-vous que les excès sont tout aussi délétères que les carences, voire plus ? Je vous invite plutôt à vous concentrer sur les formes du minéral utilisé et les process de fabrication de l'aliment complémentaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans pas mal de produits sur le marché, vous allez trouver les quantités déraisonnables de minéraux ou de vitamines. Et si vous faites le calcul, ces quantités sont souvent bien au-delà des besoins physiologiques journaliers des chevaux. Allez, on rentre un peu dans le détail sur ce point, mais vous l'aurez compris, c'est essentiel pour la santé et l'équilibre de vos chevaux. Les formes utilisées. Comme je vous le disais, je vous recommande de regarder la forme du minéral ou de la vitamine utilisée. En effet, certaines formes de minéraux, comme par exemple les oxydes, sont relativement peu absorbés par l'organisme. Un autre exemple marquant, le magnésium. Il existe de très nombreuses formes, mais aujourd'hui, nous savons que les formes acétyltaurinate, malate ou citrate de magnésium sont des formes très bien assimilées, et au contraire que les formes oxyde, sulfate, chlorure sont des formes très mal assimilées. Je vous imagine déjà penser, mais alors pourquoi ne pas mettre que des formes dont l'assimilation est top dans les formules produits ? Eh bien tout simplement car ces formes sont toujours les plus chères. Et cela peut parfois être du simple au centuple. J'attire aussi votre attention sur les formes tamponnées, c'est-à-dire les formes qui vont coupler une bonne forme avec une mauvaise pour réduire le coût et pouvoir surtout alléguer sur les propriétés des bonnes formes qui évidemment sont minoritaires dans les formules. Je vous invite donc à retourner le produit que vous utilisez, à regarder l'étiquette de l'aliment complémentaire de votre cheval. Vous trouverez très certainement un même minéral, ce qui va être sous la forme par exemple oxyde et la forme chélatée. C'est vraiment l'exemple type que l'on retrouve dans quasiment la majorité des produits. Eh bien vous remarquerez que la forme chélatée est toujours celle qui va être minoritaire en quantité alors que c'est la mieux absorbée. La vigilance est donc de mise. Les process de fabrication.
Voilà un vaste sujet. Notamment la granulation, mais aussi tous les process vont induire volontairement ou involontairement de la chaleur, qui peuvent altérer les minéraux et les vitamines, et de manière plus globale, tous les nutriments des matières premières utilisées. Quand on parle de chaleur, le point de repère est souvent les 90 degrés. Car en deçà, cela ne fait pas référence à de la cuisson. Alors, j'entends souvent dire, et c'est vraiment un argument qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, que la granulation à froid permet de préserver les minéraux. Eh bien, cette affirmation, elle est en partie vraie. Je m'explique. Si on compare la granulation à froid avec un process de granulation classique, en effet, les températures sont moins élevées. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une augmentation des températures dans la granulation. Il faut savoir que le process de granulation contraint de la matière à passer dans ce que l'on appelle des filières, c'est-à-dire de minuscules trous pour former les petits granulés. Cela donc induit involontairement de la chaleur, au point que parfois, et même très souvent, des tapis de refroidissement ou des ventilateurs sont mis en sortie de filière. Maintenant, vous saurez que même la granulation à froid induit de la chaleur. Bravo si vous êtes toujours avec moi pour cette conclusion. Comme quoi, on peut arriver à vulgariser un sujet pas très sympathique de prime abord. J'espère que cet épisode vous apportera des éléments constructifs pour vous éclairer dans vos prochains choix d'aliments complémentaires. Vous devriez désormais lire entre les lignes de vos étiquettes produits et débusquer les allégations thérapeutiques, mais aussi repérer les associations douteuses de minéraux et savoir choisir les formes les mieux assimilées pour votre cheval. Si d'ailleurs vous avez des questions sur des formes de minéraux, des formulations produits, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous êtes déjà nombreux à me faire un retour très positif sur ce podcast, à partager vos expériences et encore à me poser vos questions directement sur la page Instagram Happy Crackers. Alors n'hésitez pas, c'est vraiment toujours un réel plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à me dire si ce sujet vous a plu et si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode. D'ici là, je vous dis à très vite, bye bye les amis et merci pour votre écoute.